Hello, bienvenue chez Les Mères Nature, le podcast qui accompagne toutes les étapes de ta grossesse. Après une première saison riche de 25 épisodes et des centaines d'écoutes, nous sommes en train de préparer activement la suite. En attendant, nous te proposons en rediffusion tes épisodes favoris. Je suis Cécile et moi, c'est Livia. Nous sommes sœurs et fondatrices de Gariguette qui te propose ce podcast. Toutes les 2 semaines, nous te présentons un professionnel de la grossesse qui te dévoilera plein de secrets. Retrouve-nous sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr et sur notre site web gariguette.fr où tu découvriras nos infusions adaptées à chaque trimestre de la grossesse. Bonne écoute! Nous accueillons aujourd'hui Marion Pézard, naturopathe spécialisée dans la santé des femmes, bien-être, reconnexion au cycle menstruel, optimisation de la fertilité. Marion a également écrit un livre et fondé un podcast, Healthy Living. Nous avons pensé qu'elle était l'invitée idéale pour parler de fertilité, sujet qui intéresse énormément nos auditrices. Bonjour Marion. Bonjour les filles. Bonjour Marion. Est-ce que tu peux te présenter déjà, toi et ton parcours professionnel ? Oui, vous l'avez déjà bien fait toutes les deux. Donc moi, je suis Marion Pézard, j'ai 32 ans. Je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Je fais ce métier depuis presque 4 ans. Avant ça, j'étais responsable marketing. Et je me suis vraiment passionnée pour le cycle menstruel, pour la santé des femmes, la santé hormonale, gynéco, etc. Et donc, j'ai fait plein d'autres formations en parallèle. La phytothérapie, de l'aromathérapie, de la symptothermie. Voilà, je suis formée à plein d'autres choses à côté. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes sur des formats de 6 mois. Donc, où pendant les 6 mois, je suis vraiment collée à elles pour les aider, les réorienter, répondre à leurs questions et les aider surtout à arriver à cet objectif santé, quel qu'il soit. Donc parfois, c'est juste retrouver son cycle menstruel quand on l'a perdu depuis des années. Parfois, c'est l'arrivée d'un bébé. Parfois, c'est aborder la ménopause autrement, soulager son acné hormonal. Voilà, tout ce qui peut vraiment toucher à la santé des femmes de près ou de loin. Et à côté de ça, en effet, j'ai écrit un livre qui s'appelle Reconnexion au cycle féminin, qui est paru il y a 1 an et demi aux éditions La Plage. Et je produis et j'anime le podcast Healthy Living qui traite de bien-être et plus particulièrement de la santé des femmes. Ok, super. C'est du coup un métier très large. Oui, je fais plein d'autres trucs dont je n'ai pas parlé, mais j'écris des articles, je co-crée des contenus avec des marques, etc. Mais en fait, la naturopathie permet d'avoir plein de choses différentes. Et mon ancienne casquette dans le marketing me permet aussi d'avoir accès à plein de trucs. Donc, c'est un métier sur mesure, quoi. Et est-ce que tu penses que tu arriverais à décrire ton métier en 3 mots ou c'est trop compliqué ? Ouais, alors heureusement que vous m'avez demandé avant, j'ai pu y réfléchir, sinon ça aurait été trop dur. Mais je dirais que les 3 mots, c'est cœur, empathie et écoute. Ok, pourquoi du coup ? Le cœur, parce que je pense que c'est vraiment un métier de cœur. C'est pas forcément un métier facile. C'est pas un métier où on devient riche. C'est pas, voilà. Enfin, pas tout le monde en tout cas. C'est vraiment un métier qu'on fait pour le cœur et pour ce que ça vient faire vibrer au creux de nous-mêmes, d'accompagner les femmes et d'être dans cette sororité vraiment. Donc, pour moi, c'est ça. L'empathie, parce que ça nous demande énormément de nous mettre à la place des gens et que ça nous demande aussi de faire un peu sauter tous les verrous et d'élargir bien le regard, puisque on a chacun et chacune un vécu, une éducation, et que là, on accompagne les gens pour ce qu'ils sont profondément. Donc, on n'a aucun jugement sur les corps, sur les vécus, sur les pensées des autres. Et on est vraiment, encore une fois, le cœur ouvert et dans l'empathie. Et l'écoute, parce que aujourd'hui, dans le milieu de la santé, il y a très peu de praticiens qui ont ce temps d'écoute, cette qualité d'écoute. On le voit beaucoup dans l'allopathie. C'est la problématique, je pense, de beaucoup de médecins aujourd'hui. Or, nous, toute notre pratique de naturopathe est basée sur l'écoute, puisqu'on prend au moins 1h30 par rendez-vous. Si on vous propose des rendez-vous de naturo en 20 minutes, a priori, c'est que ça ne va pas vraiment au fond du sujet. Et c'est surtout pour ça, parce qu'on écoute et qu'on se base principalement sur ce que les gens ont à nous dire, plus que sur des prises de sang, des analyses, des choses comme ça. On se base sur ce qu'on appelle, nous, la clinique, c'est-à-dire ce que les gens ont besoin de dire. Et souvent, une grande partie du problème est déjà désamorcée en ayant cette qualité d'écoute. Quand les gens peuvent vider leur sac et se sentir entendus, déjà, il y a une grosse partie du boulot qui est fait et c'est un vrai soulagement. Donc, on n'est pas des psys non plus, mais on a une grosse partie du cursus de formation qui est basée sur la psychothérapie, la psychologie. Donc voilà pourquoi ces 3 mots. Ok, merci beaucoup. Ça fait une bonne introduction. Alors, étant donné qu'on souhaitait parler de fertilité aujourd'hui, on voulait te demander quels seraient les signes qui indiquent des problèmes de fertilité déjà. Quand est-ce qu'il faut consulter un professionnel de santé ?
en cas de difficulté Mhm. à concevoir, par exemple? Alors, il y a plusieurs réponses, hein. Le message entendu, en tout cas dans ce qui est véhiculé aujourd'hui par le corps médical, c'est qu'on commence à se questionner, à investiguer après 1 an d'essai infructueux, sans contraception bien sûr, et avec des rapports réguliers. Donc, je précise ça parce que, par exemple, des couples qui habitent pas ensemble, qui sont à distance, ou si l'homme est engagé dans une carrière militaire ou ce genre de choses, qu'il a des missions, ben voilà, si la personne n'est pas là pendant plusieurs mois, ça peut être quelque chose aussi qui fait qu'on repousse un petit peu à faire les examens. Mais pour moi, c'est un peu dur, ce créneau d'1 an, parce que ça veut dire que pendant 1 an, on se questionne, on est inquiet, on se demande si on n'a pas un problème d'un côté ou de l'autre. C'est hyper perturbant, et surtout, je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être dans l'inaction, de se sentir impuissant ou impuissante. Et donc, pour moi, c'est des choses qu'on peut mettre en avant, en amont. J'en reparlerai plus tard, j'aurai l'occasion, mais pour moi, un projet bébé, ça se prépare, même avant de décider d'essayer. Donc, de mon point de vue, en tout cas du point de vue naturopathique, on peut tout de suite se questionner, tout de suite aller voir des professionnels de santé, parfois insister un petit peu s'il faut, et se soulager en tout cas ses inquiétudes. Alors, si c'est pas le ou la gynécologue qui est prêt à investiguer, mais peut-être au moins soulager les inquiétudes avec une sophrologue, une psychologue, enfin voilà. En tout cas, ne pas rester dans l'inaction. Et après, pour les choses qui peuvent indiquer des problèmes de fertilité, il y a évidemment le fait que ça fait plusieurs mois qu'on essaye et que ça ne fonctionne pas. Mais il y a d'autres problématiques, par exemple des femmes qui sont en période d'aménorrhée, donc qui n'ont pas de règles. Moi, j'en accompagne beaucoup, qui pour des raisons ou d'autres, mais ça arrive souvent après des troubles du comportement alimentaire, n'ont plus de règles. Parce qu'il faut savoir qu'avoir ces règles pour le corps, c'est presque la cerise sur le gâteau. En fait, c'est pas quelque chose de vital, donc c'est pas quelque chose qui sera prioritaire pour notre corps. Et d'ailleurs, le congrès des gynécologues aux États-Unis est en train de mettre en avant le fait que le cycle menstruel est une preuve de vitalité. C'est d'ailleurs discuté aussi par l'OMS, si je ne dis pas de bêtises. C'est la preuve d'une bonne vitalité du corps des femmes. Donc, c'est très important de se dire, bon, bah voilà, s'il y a une aménorrhée, c'est que potentiellement, il y a un truc qui bloque quelque part et ça bloquera la fertilité. Donc, ça, c'est un premier sujet. Ensuite, ce qu'on appelle les dysménorrhées, donc c'est des règles irrégulières, des règles douloureuses et voilà, des problématiques comme ça. Autre chose qui peut peut-être alerter, qui n'est pas forcément direct sur la fertilité, mais qui peut bloquer, ça va être les douleurs pendant les rapports, donc ce qu'on appelle les dyspareunies, parce que des douleurs pendant les rapports peuvent du coup espacer un peu les rapports et faire qu'on a beau avoir un bébé, on n'a pas forcément très très envie de s'y mettre. Et puis ça peut faire penser à une potentielle endométriose ou des choses comme ça. Et puis après, il y a des pathologies, donc le syndrome des ovaires polykystiques, dont on entend de plus en plus parler, qui est la première cause d'infertilité en France, ou bien l'endométriose, pareil, qu'on entend de plus en plus, dont 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose auront des troubles de la fertilité, donc c'est pas toutes, heureusement. Mais ça peut être quelque chose qui joue. Et puis après, il peut y avoir des problématiques du côté des hommes aussi, puisqu'on parle beaucoup des femmes et c'est beaucoup auprès des femmes qu'on agit. Mais les hommes aussi ont un vrai rôle à jouer. C'est 50-50 dans ce projet-là. Il ne faut pas oublier de le rappeler. Même si c'est beaucoup les femmes qui vont consulter, qui vont se renseigner, en fait, les hommes ont eux aussi des choses à faire. Et s'il y en a un des deux qui a une hygiène de vie géniale et pas l'autre, quoi qu'il arrive, c'est 50-50. Donc ça peut plomber le projet. Et donc, en général, voilà, les hommes, on les envoie faire un spermogramme. On n'attend d'ailleurs pas forcément 1 an pour voir la quantité de spermatozoïdes dans le sperme, la forme des spermatozoïdes, est-ce qu'elle est atypique ou pas, la mobilité, donc est-ce qu'ils sont bien vitaux ou pas. Voilà, ça c'est des premières choses, mais en général, on découvre une éventuelle problématique tout au long du parcours de fertilité. Donc, on ne le sait pas forcément avant. Quoi qu'il arrive, c'est rarement une fatalité. Il y a énormément de solutions. Alors, on va pouvoir tester des choses naturelles, puis au bout d'un moment, on aura fait le tour et il faudra peut-être passer à des choses plus médicalisées en fonction du désir de chaque couple. Mais en tout cas, rien n'est une fatalité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées aujourd'hui. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas un parcours de soins qui est balisé. Donc, ça demande d'aller beaucoup mener ses propres enquêtes. Mais voilà, no stress. Si des femmes ou des couples écoutent, il y a des solutions pour à peu près tout. Ok, c'est bien de commencer par ce message-là. Ouais, c'est important de le rappeler. Et du coup, tu nous as parlé de tous les petits problèmes, aménorrhée, dysménorrhée, etc. C'est vrai que du coup, c'est important de connaître ses cycles menstruels pour optimiser sa fertilité. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment en fait on peut les observer et comprendre un peu les signaux que notre corps nous envoie? Ouais, tu l'as exactement expliqué. En fait, c'est important de comprendre, de savoir observer son cycle, de le comprendre, de savoir comment il fonctionne déjà, parce qu'il y a énormément de femmes qui sont en projet bébé, qui ne savent même pas, par exemple, le nom des hormones qui régissent notre cycle menstruel. Et je jette la pierre à personne, je ne le savais pas avant d'être naturopathe non plus, enfin pas vraiment, quoi.
quand j'ai écrit le livre, j'ai questionné pas mal de femmes, et notamment des femmes de ma famille qui ne savaient pas ce qu'était le corps jaune. Or, c'est grâce au corps jaune qu'une grossesse peut tenir les 3 premiers mois. Donc vraiment, on ne nous a pas appris à connaître ce qui se passait dans notre corps. Or, ça peut permettre de déceler un éventuel déséquilibre en amont. Et on en reparlera, mais c'est la problématique des contraceptifs hormonaux, c'est que ça met tout en silence, tout sous le tapis, et qu'en général, c'est le moment où on veut un bébé qu'on s'y met, on enlève le contraceptif hormonal, et en fait, c'est là qu'on découvre comment fonctionne notre cycle. Donc, c'est aussi pour ça que je dis qu'un projet bébé se prépare idéalement. Et donc, l'avantage de l'observer, c'est de savoir où on en est, de voir comment le cycle se comporte de manière totalement naturelle et de pouvoir éventuellement déceler un petit déséquilibre ou un autre et de pouvoir avoir du temps devant soi pour rééquilibrer les choses naturellement, puisque c'est des processus qui prennent du temps. On dit qu'il faut en général au moins 3 mois pour commencer à avoir un résultat. Par exemple, moi, j'accompagne une femme qui a plus de règles depuis 6 ou 7 ans et je l'ai eu par message ce matin et ça y est, ça fait 3 mois qu'on suit et ça y est, elle vient de retrouver ses règles. Donc ça prend du temps, mais par rapport à 6 ou 7 années d'inaction, c'est toujours ça de gagner. Donc c'est super important de pouvoir éventuellement déceler une problématique et puis ça nous permet aussi de mieux nous connaître, de reprendre le pouvoir un peu sur nos corps et de savoir que à tel moment on se sent comme ci, comme ça, il y a peut-être telle infusion qui peut nous aider ou bien peut-être un peu plus de repos ou bien peut-être manger un peu différemment, etc. Et puis l'autre chose quand même basique de chez Basique, c'est que on n'est pas tous au courant que la femme n'est fertile que grand maximum 1 semaine par mois. D'ailleurs, surprenant que ce soit les femmes qui portent la charge de la contraception, sachant qu'elles ne sont pas fertiles tout le temps et que messieurs le sont. Mais bon, c'est un autre sujet. Petit à petit, on fera bouger les cartes, j'en suis sûre, bouger les lignes. Mais voilà, en tout cas, c'est très important parce que l'observation du cycle, et notamment par la symptothermie, qui est la méthode que moi j'utilise et que je propose, permet de voir quand est-ce qu'on entre dans la fenêtre fertile grâce à la sécrétion de glaire cervicale et quand est-ce qu'on en sort grâce à la hausse des températures la température basale, donc la température du corps dès qu'on ouvre l'œil le matin au réveil. Et ça permet de savoir exactement à quel moment avoir des rapports. Parce qu'en fait, on peut très bien se dire, comme on entend toujours, que l'ovulation, c'est au 14e jour, et donc avoir toujours des rapports au 14e jour, mais on peut être une femme qui ovule très tôt ou très tard. Il y a des femmes qui ont des cycles beaucoup plus longs, notamment dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques. On peut se retrouver avec des cycles de 40, 60, 70 jours. Et si on ne sait pas observer la fenêtre fertile, en fait, on va passer notre temps à avoir des rapports au mauvais moment. On va avoir aussi le discours un peu ambiant de faites l'amour 1 jour sur 2 et ça va arriver. Franchement, accrochons-nous, parce que s'il faut attendre 1 an pour faire des examens plus poussés, que pendant 1 an on fait l'amour 1 jour sur 2, il y a moyen qu'on en ait ras-le-bol quand même à la fin. Enfin, pas tout le monde, mais une grande majorité, ça met une grosse pression. Donc c'est aussi ça, c'est aussi de pouvoir à la fois déceler une éventuelle problématique et avoir le temps devant soi pour la résoudre naturellement, en se faisant évidemment accompagner. Pouvoir savoir exactement quelle est la fenêtre fertile et donc optimiser les chances de tomber enceinte. Et puis à la fois, si on veut une contraception, c'est aussi une méthode de contraception qui est plus fiable que la pilule à partir du moment où on y est formé, il faut le savoir. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres annoncés par le gouvernement. Et ça permet aussi, d'éviter les rapports pendant la fenêtre fertile si on cherche une contraception. Donc ça, c'est super important. Ok, d'accord. Et alors, on imagine qu'il y a des facteurs qui sont indépendants de notre volonté, qui peuvent influencer tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler, les facteurs au quotidien qui peuvent avoir un impact ? Ouais. Alors le stress, le premier truc, alors c'est vraiment un peu casse-pied parce qu'on entend toujours parler du stress comme le mal du siècle, c'est toujours le premier truc. Puis alors c'est bien gentil de nous dire arrêtez de stresser, mais comment fait-on? Où est le mode d'emploi? Mais ce qu'il faut rappeler quand même, parce que c'est très culpabilisant quand on dit aux femmes arrêtez d'y penser, ça viendra, c'est quand vous partirez en vacances et que vous aurez l'esprit tranquille que ça viendra. Ça a un côté très culpabilisant. Alors moi, j'aime bien revenir vraiment aux choses factuelles. En fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, le cycle menstruel, c'est la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose qui n'est pas vital. Les hormones gonadiques, œstrogène, progestérone, ne sont pas vitales non plus. Et donc, le corps va toujours privilégier quelque chose de vital par rapport à quelque chose de non vital. Le stress, c'est pour réagir en fait à ce niveau de stress, le corps va produire une hormone qui s'appelle le cortisol. C'est notre hormone de réponse face au stress. Quand on a un burn-out, par exemple, c'est qu'on arrive à la fin de la limite des réserves de cortisol. Donc on en a besoin en permanence parce qu'on est dans un monde où on est en permanence en sursollicitation, en suradaptation. On est fatigué, on est stressé, on est sursollicité par tous nos appareils. On n'a pas forcément une alimentation aussi qui est adaptée, et ça c'est un stress
stress pour le corps. Un décalage horaire peut être un stress. Voilà, il y a beaucoup de stress différents. Et quand le corps a besoin de créer beaucoup de cortisol, il va aller piocher dans le matériau de fabrication qui s'appelle la prégnénolone pour pouvoir en produire autant que possible. Sauf que cette prégnénolone, elle sert aussi à produire la progestérone. Et donc, in fine, quand on est très stressé, on va avoir moins de chances de produire de la progestérone puisque ce stock qui permet de produire les deux va aller en priorité au cortisol, qui est vital, et pas à la progestérone. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir, en cas de gros coups de stress, des cycles menstruels qui sont perturbés ou qu'on peut avoir des complications. Parce que la progestérone, c'est l'hormone qui permet de maintenir une grossesse. Donc, c'est pas celle qui permet une fécondation, mais c'est celle qui permet de maintenir une grossesse. Donc, le stress, c'est vraiment l'outil numéro 1. Et en comprenant le fonctionnement dans notre corps, ça peut aider aussi à se dire, ok, c'est pas juste devoir partir aux vacances aux Seychelles et souffler, mais c'est peut-être mettre en place des choses dans le quotidien pour apprendre à mieux gérer ce stress et à préserver cette réserve de prégnénolone. Ça s'appelle le vol de la prégnénolone, cette réaction. Après, il y a évidemment une alimentation carencée, inflammatoire, qui ne sera pas bénéfique, parce que si on ne donne pas au corps ce dont il a besoin, il ne va pas pouvoir fournir en fait les bons matériaux. Et on a besoin de plein de choses pour avoir des hormones en bonne santé, des oméga-3. On en manque tous énormément dans notre alimentation. La vitamine D, je pense qu'à peu près toute la population française est carencée en vitamine D. Si vous faites une prise de sang, vous verrez. Le magnésium, pareil, c'est quelque chose qui est énormément pompé par notre système nerveux. Donc, en général, il n'en reste pas des masses. Le zinc aussi, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc, c'est important d'avoir une alimentation bien équilibrée, qui ne soit pas carencée pour que le corps ait les matériaux premiers pour fournir ce dont on a besoin. Et c'est aussi pour ça que je dis qu'une grossesse se prépare, c'est que le jour où on a le bébé dans le ventre, lui, il se sert. C'est self-service et il a raison. Il va bien arriver au monde avec le max de chance possible. Mais nous, si on arrive sur une grossesse déjà limite, on risque de finir un peu comme une crêpe. Donc, c'est aussi important de recharger au max en amont pour avoir une grossesse et un postpartum des plus sereins. En tout cas, voilà, c'est aussi pour ça que tout ça peut se préparer. Et le côté inflammatoire, il y a plein de choses dans l'alimentation qui vont un petit peu perturber notre corps, qui vont être inflammatoires. On parle beaucoup du gluten, des produits laitiers, des choses comme ça. C'est le cas du sucre, de l'alcool, etc. Et le problème, c'est que si on a trop d'inflammation dans le corps, et on peut le voir par exemple avec des règles douloureuses, des choses comme ça, l'inflammation va avoir tendance à perturber les récepteurs hormonaux, ce qui veut dire que même si on a les bonnes quantités d'hormones, les récepteurs potentiellement ne captent pas correctement ces hormones et donc l'action n'est pas mise en place. Donc c'est vraiment important tout ça, d'aller un peu plus creuser dans le détail au-delà des 5 fruits et légumes par jour, mais d'aller voir ce qui est un petit peu plus loin. Après, il y a l'état du système digestif aussi, qui est très lié au stress, très lié à l'alimentation, aussi à la prise de médicaments récurrents. Quand on prend un antibiotique, et on en a besoin parfois, je ne suis pas du tout contre, mais il faut penser à refaire sa flore intestinale derrière, puisque sinon, c'est la porte ouverte aux mauvaises bactéries. Il y a aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien. Les contraceptifs hormonaux sont des perturbateurs endocriniens. Les pesticides, les cosmétiques, les produits ménagers, voilà. Ça demande évidemment de creuser un petit peu. On n'est pas obligé de tout bouleverser dans sa vie du jour au lendemain, mais c'est des choses qu'on peut mettre en place avant d'arriver au pied du mur et de se dire voilà, là ça fait 1 an qu'on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà un petit peu toutes ces choses-là qui peuvent avoir un impact sur la fertilité. Et d'ailleurs, c'est vraiment important d'en parler. Je veux pas du tout être alarmiste dans mon discours, mais les chiffres sont parus il y a peu de temps. Il y a quand même dans le monde 1 couple sur 6 qui a des problématiques de fertilité, c'est pas rien. Et les hommes ont perdu en 50 ans à peu près 50% de leur quantité de spermatozoïdes. Donc, on est quand même dans un monde ultra pollué, on est quand même dans un monde où les choses sont de plus en plus compliquées d'un point de vue de fertilité. C'est pour ça qu'on en parle aussi ensemble aujourd'hui. Donc voilà, si on peut prendre le taureau par les cornes et essayer de faire du mieux possible, l'écologie, c'est pas que pour un futur hypothétique, c'est aussi dès maintenant, en fait, faire attention à la manière dont on prend soin de notre environnement, c'est la manière dont on prend soin de nos corps. Et voilà, beaucoup de choses ont pu perturber l'équilibre hormonal qui est très, très fin à équilibrer. Donc voilà, toutes ces choses-là, ça joue. D'ailleurs, tu nous as parlé de perturbateurs endocriniens en disant que les contraceptifs hormonaux en faisaient partie. Est-ce que tu peux nous parler de leur impact ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu de lien direct prouvé, parce qu'il y a des femmes qui tombent enceintes dès l'arrêt de leur pilule contraceptive et c'est trop cool et tant mieux pour elles. Il y a même des gynécos, moi on m'a déjà tenu ce discours en me disant que le moment où on était la plus fertile, c'était à l'arrêt de pilule. Je n'ai pas vu vraiment de preuves scientifiques là-dessus. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup de mal à tomber enceinte après l'arrêt de pilule. Donc, je ne pense pas... Évidemment, un contraceptif hormonal, en fait, comme n'importe quel médicament, comme n'importe quel intrant chimique, va avoir un impact sur le corps. Ça va nous carencer dans certains nombres de vitamines, notamment toutes les vitamines du groupe B. Ça va engorger le foie, donc il va falloir aider le foie ensuite à éliminer, etc. Donc, c'est pour ça que, de la même manière qu'une grossesse se prépare, un arrêt de contraceptif, pour moi, se prépare. Et que c'est important de bien recharger les batteries
en vitamines, bien soutenir le foie, etc. Mais le piège de ces contraceptifs hormonaux, c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, qu'ils mettent le déroulé du cycle sous le tapis. En fait, ça met en pause nos hormones naturelles et ça crée un cycle complètement de synthèse. Donc, chez une femme qui l'aurait eu à sa puberté pour des questions d'acné ou des questions de sexualité ou des questions de confort parce qu'elle avait des règles douloureuses, si elle l'arrête au moment où elle a envie d'un bébé, le problème, c'est que déjà, il peut y avoir plusieurs mois avant que la contraception disparaisse du corps et que les cycles naturels reviennent. Parfois, ça se fait tout de suite et tant mieux. Parfois, ça peut prendre jusqu'à 1 an, voire plus. Donc déjà, ça fait perdre du temps sur le projet bébé. Et si on s'arrête la contraception le jour où on s'est dit qu'on voulait un bébé, il y a des chances qu'on soit pas très, très patiente pour attendre une année que les cycles reviennent. Parfois, c'est beaucoup moins que ça, hein, mais... Donc ça, c'est un peu embêtant. Et puis, c'est à ce moment-là, quand on est vraiment dans ce désir actif et qu'on a envie de ce bébé, qu'on risque de tomber nez à nez avec des problématiques liées au cycle. Et c'est un peu dommage parce que, du coup, on est vraiment dans ce truc viscéral que je comprends tout à fait et j'accompagne énormément de femmes sur ces problématiques-là, mais ça devient émotionnellement très difficile à gérer. On n'a pas du tout envie d'attendre et donc on a tendance à prendre des courts-circuits, aller au plus rapide sans forcément respecter le rythme dont le corps aurait besoin si on veut faire les choses naturellement. Donc je trouve que ça laisse moins de chances, moins d'options ouvertes en tout cas, d'arrêter ce contraceptif hormonal pile au moment où on veut un bébé. Maintenant, je ne suis pas forcément contre. Il y a des femmes pour qui c'est un très bon choix et notamment les femmes atteintes d'endométriose. Il y en a beaucoup qui ne pourraient pas avoir un quotidien normal comme toutes les femmes si elles n'avaient pas cette contraception hormonale. Donc il n'y a jamais rien tout bon ou tout mauvais, mais juste je regrette qu'on n'informe pas plus les femmes sur les risques quand on prend la pilule, sur ce que c'est réellement, ce que ça fait au corps, etc. On a tendance à nous le conseiller même quand on est toute jeune comme la solution, sans trop nous demander vraiment notre avis. Et je pense que ça mériterait qu'il y ait un petit peu plus d'informations, de pédagogie faite autour de ça, quoi. D'accord, c'est bien. Déjà, tu fais passer le message de ton côté, donc ça, c'est chouette. On se demandait, au-delà de tout ce que tu as expliqué déjà dans la démarche que tu proposes, est-ce que tu as des conseils particuliers, des solutions naturelles qui peuvent aider à soutenir, à booster la fertilité potentiellement, que nos auditrices seraient peut-être contentes d'entendre? Ouais. Alors, je vais dire des choses assez générales, hein, puisque moi, mon métier, c'est d'individualiser. J'accompagne les femmes une par une pendant 6 mois sur un truc vraiment sur mesure. Donc, je vais donner des choses assez globales. Mais comme je le disais tout à l'heure, un cycle menstruel sain, c'est vraiment la preuve d'un corps qui fonctionne bien, d'un corps en pleine vitalité. Et s'il y a des problématiques quelque part, c'est souvent le cycle qui va trinquer en premier. Donc, au moins, c'est un bon marqueur, un bon signal d'alarme. Il faut avoir en tête aussi que la grossesse, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie au corps et qui met la femme dans une position d'extrême vulnérabilité. Ça peut être très beau, la vulnérabilité, c'est pas un gros mot, mais c'est un moment où le corps a besoin de se sentir absolument en sécurité émotionnelle, affective, mais aussi en sécurité d'un point de vue nutriments, etc., pour pouvoir se mener à ça. Alors c'est une généralité, hein, il y a des femmes qui tombent enceintes dans des situations absolument pas sécurisante pour elle, etc. Mais voilà, dans les grandes lignes, tout ça, c'est quand même important. Et donc, il y a des choses vraiment essentielles comme diminuer son stress au maximum, avoir une alimentation la plus brute possible, c'est-à-dire des choses les moins transformées possibles, avec un maximum de couleurs dans les assiettes, puisque chaque aliment, en fonction des couleurs, de sa couleur, va être un apport dans des nutriments bien spécifiques. Donc, quand on dit la phrase « Eat the rainbow » en anglais, c'est vraiment ça, hein, manger un arc-en-ciel, avoir beaucoup de choses. Un bon sommeil, c'est essentiel pour l'état du système nerveux, mais pour plein d'autres choses. Le fait de bouger tous les jours, c'est important. On est des êtres faits pour le mouvement. Et puis, prendre conscience aussi de ses émotions, puisqu'on peut avoir aussi des blocages d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue transgénérationnel aussi, ce qui s'est passé dans la famille, etc. Donc ça, c'est très, très important aussi de le considérer. Et puis ensuite, d'individualiser, puisqu'il n'y a pas de solution miracle pour toutes. Et je pense que c'est important de voir le projet de procréation, le projet bébé comme un cheminement sur lequel on va apprendre aussi des choses sur soi, sur sa famille, apprendre des choses sur comment prendre soin de soi. Ça me paraît être essentiel. Et même si bien souvent, on a envie que ça arrive dès le lendemain, ne pas désespérer en se disant que quoi qu'il arrive sur le chemin, on aura aussi appris plein de trucs et reconnecté avec soi. Et c'est ça qui est super important. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant de le voir comme ça aussi.
Donc pour conclure, une femme qui est en projet bébé aujourd'hui, tu lui conseillerais d'avoir une approche assez globale, c'est ce qu'on comprend un peu de ton message? Ouais, exactement. Je pense que c'est pas, en fait, dans le corps, tout est interconnecté, tous les systèmes fonctionnent entre eux, tous les organes fonctionnent entre eux et s'il y a un truc sur un, l'autre va prendre le relais et cetera. Donc ce serait, à mon avis, une erreur de considérer uniquement le projet bébé sans regarder ce qu'il y a autour. Je vous expliquais le lien entre le stress, par exemple, et la progestérone, mais il y a les mêmes genres de liens avec la digestion puisque à plusieurs moments du cycle, on va devoir éliminer des hormones et ça, c'est le système digestif qui s'en occupe, le foie et les intestins. Donc en fait, si on a une constipation chronique, un syndrome de l'intestin irritable, ce genre de choses, bah, on peut avoir plus de mal à avoir les hormones équilibrées. Ça va créer de l'inflammation qui joue sur les récepteurs hormonaux, comme je le disais. On peut avoir une circulation sanguine pas optimale. Moi, j'ai déjà accompagné des femmes qui faisaient beaucoup de fausses couches et la problématique, c'était simplement que le sang n'était pas assez liquide, pas assez fluide. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a pas une cause et c'est ce qui rend les choses complexes mais riches aussi à la fois. Et ça me semble important, voilà, que la santé soit vue comme une histoire holistique et que tout soit mis en place sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, mental, spirituel. C'est très, très important. Donc, c'est pour ça que c'est un mode de vie global, qu'il n'y a pas un truc magique et que ça peut être super difficile, mais que, comme je le disais, ces petits cailloux sur le chemin, ils nous font aussi grandir et ils nous apprennent aussi à prendre soin de soi. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, bon, bah, ok, j'ai mis des années avant d'avoir mon bébé, mais au moins, sur ce chemin-là, j'ai appris à prendre soin de moi, j'ai appris à me questionner sur ce que je voulais transmettre à cet enfant, quelle mère je voulais être, peut-être faire un petit point sur ce que moi, on m'a transmis en tant qu'enfant. Et voilà, c'est un cheminement qui me semble essentiel. Donc, je ne souhaite pas à chaque femme de mettre des années à tomber enceinte, mais pour celles dont c'est le cas, essayer de regarder au maximum ce côté positif et voilà, tirer à profit ce temps qui leur est donné, quoi. Ok. Eh ben, écoute, ce qu'on va faire de toute façon, c'est mettre les références de ta page et voilà, si les auditrices veulent en savoir plus, on mettra tout ce qu'il faut. Mais peut-être que tu peux nous parler un petit peu aussi de ton podcast et de ton livre, voilà, de ce que tu y apportes et à qui ça s'adresse. Ouais, avec plaisir. Alors, je commence par le podcast puisque c'est la première chose qui est arrivée d'un point de vue chronologique dans cette reconversion pro. Quand je l'ai créé, mon idée, c'était de pouvoir, un petit peu comme vous, continuer à rencontrer plein de gens et à apprendre beaucoup des gens que je pouvais croiser dans ce nouveau secteur du bien-être, puisque j'étais dans le marketing avant, donc c'était pas trop le secteur du bien-être. Et donc, j'ai sorti mon micro à chaque moment et fait plein d'interviews sur le bien-être de manière générale. Mon idée, c'était d'ouvrir des portes dans l'esprit des gens et que les personnes qui écoutaient, les auditrices, les auditeurs puissent se dire « Ah oui, tiens, j'ai entendu parler de ça, mais peut-être que ça m'intéresserait d'aller me questionner sur telle et telle chose. » Et puis là, de plus en plus, ça se recentre évidemment sur l'accompagnement des femmes, sur les sujets de la santé féminine, avec un épisode, par exemple, que je trouve passionnant sur le périnée, un autre sur la symptothermie, sur les plantes appropriées vraiment à la femme, voilà, plein de choses comme ça. L'idée, c'est que chaque femme puisse apprendre un petit peu et piocher comme ça des informations pour construire son propre chemin de soins. Le livre est arrivé, donc ensuite je me suis installée en tant que naturopathe et aujourd'hui j'accompagne vraiment donc essentiellement sur les formats de 6 mois. L'accompagnement que je propose s'appelle l'accompagnement holistique, donc c'est évidemment une base de naturopathie, mais c'est aussi autour de la symptothermie, la phytothérapie, l'aromathérapie. C'est un accompagnement sur 6 mois qui est assez complet. Pendant lesquels je vois les femmes donc je les vois 3 fois, un mois sur 2. Et par contre, je les ai par message quasiment tous les jours pour voilà, les rebooster, leur donner des conseils, les remotiver quand il y a besoin, ajuster les conseils, puisque c'est aussi ça le truc dans ces projets bébés ou ces sujets du cycle menstruel, c'est que du jour au lendemain, tout peut évoluer. Et donc, c'est important qu'on soit en contact pour ajuster. Ce qui était bon pour vous en préconception ne le sera plus une fois que vous êtes enceinte. Donc, c'est important qu'on se revoie et qu'on ajuste. Et puis, au fil de ces 6 mois d'accompagnement, je leur transfère énormément d'informations. Donc, des conférences, des recettes, des fiches pratiques, des fiches théoriques, voilà, plein de choses pour les aider à cheminer, que ce soit pour retrouver leur cycle menstruel, pour aborder la ménopause, pour un suivi de grossesse, pour du postpartum. Voilà, il y a plein de choses qui sont enveloppées et c'est vraiment riche pour moi et pour les femmes que j'accompagne aussi. Et puis le livre qui donc est sorti il y a 1 an et demi et qui lui a toute une première partie vraiment d'anatomie, physiologie très scientifique, terre à terre avec ce qui se passe dans le corps des femmes. J'ai essayé de l'expliquer d'une manière abordable pour que ça puisse être parlé à tout le monde et que chaque femme puisse comprendre ce qui se passe dans son corps sans avoir besoin d'avoir fait quelques années de médecine, ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas. Et puis toute la deuxième partie qui est plutôt holistique avec tous les conseils naturopathiques dont certains dont je vous ai parlé là, et puis des rituels, des recettes de boissons, des séances de relaxation, d'automassage, voilà, plein de petites choses
à la fois pour la puberté, pour chacune des 4 phases du cycle menstruel, puisqu'on n'a pas les mêmes besoins à chacune des 4 phases, et puis pour la ménopause aussi. Et puis quelques mois après, j'ai lancé un e-book qui est disponible sur mon site avec des recettes pour chacune des 4 phases du cycle, pareil pour nourrir son corps en fonction de ses besoins à chacune des 4 phases. Donc ça permet vraiment de faire du sur-mesure quand on sait observer son cycle et s'y intéresser. C'est assez chouette comme approche. Voilà, vous savez tout. C'est trop bien. Ouais, c'est hyper complet en tout cas, franchement, Ouais, je trouve ça top. des petites pépites à fournir à toutes les femmes qui en Merci ont besoin. beaucoup. Et du coup, donc toi, tu es vraiment spécialisée là-dedans. Est-ce que tous les naturopathes seront formés à la fertilité, à la maternité, enfin vraiment aux problèmes féminins ou pas? Enfin, comment on choisit son naturopathe si on est intéressé par ce genre d'accompagnement? Alors non, on n'est pas du tout spécialisé, hein, la naturopathie, c'est vraiment un tronc commun. Il y a quelques écoles maintenant qui commencent à proposer des spécialisations. Mais voilà, on aborde évidemment le cycle menstruel, la fécondité, la procréation, les parcours, le parcours de l'embryon, de la fécondation jusqu'à la nidation, et cetera, le suivi de grossesse, mais c'est assez léger. Moi, c'est beaucoup des formations que j'ai fait en parallèle, des lectures, OK. j'ai lu beaucoup d'études, et cetera, et c'est aussi pour ça que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui, aux femmes que j'accompagne, mais aussi aux pros, hein. Ça fait partie de mes projets aussi de pouvoir transmettre, à d'autres pros tout ce que j'ai, emmagasiné comme connaissances parce qu'il y a pas, voilà, il y a très peu de chemin tracé pour se spécialiser dans ces sujets-là. Or, quand on accompagne des femmes encore plus sur des projets de fertilité, on a intérêt à être pointu parce que c'est tout un jargon à part entière et que c'est des femmes qui deviennent expertes, hein, en traitement qu'elles prennent ou en observation du cycle, etc. Et donc, c'est à nous d'être au point pour les accompagner, qu'elles se sentent vraiment enveloppées et qu'elles puissent faire confiance. Donc, non, tous les naturopathes ne sont pas spécialisés. Il faut regarder les formations, en fait. Aujourd'hui, c'est un petit peu toute la problématique, c'est que la profession n'étant pas reconnue, elle n'est pas tout à fait encadrée. Et donc, il y a quelques fédérations en France et il faut regarder les écoles qui sont membres de ces fédérations sérieuses pour avoir un ou une naturopathe sérieux. Et puis après, si on cherche quelqu'un qui est spécialisé parce qu'on sait qu'on veut des problématiques, de l'aide autour de ces problématiques-là, alors allez vraiment voir quelqu'un qui est spécialisé. Et là, pareil, voir un petit peu le contenu qui est partagé sur les réseaux sociaux, si c'est une approche qui vous parle, si c'est un discours qui vous paraît cohérent, et puis voir peut-être les formations. Quoi qu'il arrive, c'est comme dans n'importe quelle relation humaine, on garde son libre arbitre. Nous, naturopathes, on fait que observer et proposer des choses. Et si ça ne plaît pas à la personne en face, ou si elle essaye et que ça ne lui convient pas, eh ben, c'est elle qui a raison et c'est à elle de nous dire bah, ça ne me va pas, ça, c'est pas OK pour mon quotidien, ça m'a donné des nausées, je voudrais changer. Nous, on n'est pas dans le corps des gens, on a juste la théorie et puis la pratique, c'est ce que chacune vit dans son corps et les corps sont tellement différents et vraiment uniques qu'on fait du sur-mesure, on ajuste. Et c'est aussi pour ça que maintenant j'accompagne sur 6 mois pour pouvoir faire ce travail de sur-mesure de manière correcte. Voilà, j'espère que ça répond. Ouais. Ouais, très bien. Tu accompagnes en visio aussi les femmes ou Oui, simplement en présentiel? Oui? on en a beaucoup en visio. Alors j'ai quelques personnes qui sont près de chez moi, je suis autour de la région bordelaise, mais le plus gros se fait en visio depuis la pandémie et c'est chouette puisqu'on arrive à avoir un contact très, très fluide en visio et puis qu'après on se parle sur WhatsApp tout le temps. Donc c'est vraiment chouette pour moi d'être au cœur de leur vie comme ça et puis pour elles d'avoir une épaule, même s'il suffit juste d'aller choisir la marque de la tisane qu'elles achètent en magasin, bah, je suis quand même là pour les aider à faire le shopping et ça c'est chouette, c'est vraiment chouette. Trop bien. Franchement, ça a l'air passionnant et pour terminer, on voulait te demander, parce qu'on aime bien poser la question, si tu avais un petit secret à partager avec toutes les mères nature qui nous écoutent, ça serait lequel? Ouais, alors moi, vous avez compris que mon mot, c'est un peu reconnexion, c'est le titre de mon livre. Ouais. Et moi, ce que j'aimerais leur donner comme conseil, c'est de s'astreindre vraiment, à prendre un temps chaque jour pour se demander comment elles vont. Mais comment elles vont vraiment. Parce qu'on nous demande toute la journée: «Salut, ça va?» «Ouais, ouais, ça va» et on se demande jamais vraiment. Et donc pour moi, c'est important de prendre un moment dans la journée, ça peut être le soir, par exemple, pour faire un petit point avant d'aller se coucher et de faire comme un petit scan de notre corps, sentir s'il y a des endroits où ça tire, des endroits où ça fait mal. Parfois, on a mal au ventre depuis des heures, on s'en rend même plus compte parce qu'on est dans notre quotidien aspiré. Parfois, on a envie de faire pipi depuis 2 heures, mais comme on n'a pas fini nos mails, on n'y va pas et c'est pas OK, en fait. Donc voilà, prendre du temps pour se demander comment on va, faire un petit scan du corps, peut-être noter sur un carnet ce qui nous tracasse, noter comment on se sent, les émotions qui nous traversent, vraiment être comme un réceptacle et recueillir ces infos, écouter le corps, écouter les émotions, parce que toutes ces choses-là sont là pour une raison, c'est pour nous indiquer, pour nous montrer la voie, pour nous dire s'il y a un truc sur lequel il faut
qu'on améliore. Par exemple, manger des pâtes carbo le midi, si on a mal au ventre pendant 3 heures après, c'est que c'était pas OK pour notre corps. Mais bon, tant pis, la prochaine fois, on prendra autre chose. Mais c'est super important pour pas se laisser bouffer par le tourbillon de la vie, s'oublier. Je trouve que c'est déjà une reprise de pouvoir sur nos propres corps que juste de se demander si on va bien. Et franchement, c'est pas très, très encombrant dans le quotidien de faire ça. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, je pense que c'est un super conseil, simple, mais finalement quand même important à donner. Donc, merci pour toutes tes informations, tous tes conseils. On a passé un très bon moment ensemble et on espère que les auditrices auront appris beaucoup de choses sur l'intérêt de la naturopathie et de se reconnecter à soi-même. Donc, on te souhaite plein de bonnes choses pour ta vie personnelle, professionnelle. Merci encore. Et puis, merci de votre accueil, c'était trop chouette. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un excellent moment en notre compagnie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lui donner autant d'étoiles que tu veux. Et n'oublie pas, nous sommes toujours disponibles sur Instagram pour répondre à tes questions. Et au fait, les nausées, remontées acides ou jambes lourdes te gâchent la vie ? Découvre nos infusions spéciales grossesse sur gariguetteaupluriel.fr pour apaiser tes maux.